Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix de 17 à 19h. On espère que vous avez passé une excellente journée avec nos animateurs du jour, Cécile de Ménibus et Philippe David, irremplaçables. Je n'avais plus jamais entendu quelque chose d'aussi fort en radio depuis le 18 juin 1940. C'est... Oh, le choc. C'est l'appel, mais l'appel. On vous souhaite la bienvenue. En tout cas, félicitations Philippe Bilger, parce que l'exercice n'est pas facile. Oui, vous auriez pu prendre un râteau. Oui, Moi, joli. Mais en fait, t'as pas roulé ta peine, en fait. Tu l'as pas roulé, t'as pas roulé tes airs, c'était parfait, la diction était forte, c'était très puissant. On aurait dit un réquisitoire. Rouler ta peine, c'est pas mal. Excusez-moi, Maxime, notre réalisateur. Mettez donc le générique du début. Françoise Degois, faites-nous donc un bonjour pendant que vous y êtes. Allez, hors départ. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, je parle de Grenoble. Alors bonjour, bienvenue sur les vraies voix, 17h à 19h. On espère que vous avez passé une bonne journée avec nos animateurs du jour, Cécile of Ménibus and Philippe David. C'est pas mal. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes dans ce corps. Sébastien Ménard, allez-y. Allez-y. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue. Ah non, le micro, voilà, Allez-y. On recommence. Bonjour. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix de 17h à 19h. On espère que vous avez passé une belle journée avec nos animateurs du jour, Cécile de Ménibus et Philippe David, pour un show endiablé. Alors on dirait Interville en fait. En tout cas, vous souhaite merci de nous accompagner tous les jours. On est ravis d'être avec vous en voiture, au bureau, à la maison, où vous souveillez. Vous savez que ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, à ne pas actionner bien entendu si vous êtes au volant, parce que je vous le dis, souvent vous êtes au volant, vous voulez réagir, mais ça n'est pas possible. C'est dangereux. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, ce sera à 17h30. L'Iran a envoyé 200 missiles sur Israël hier soir, dont la plupart ont été interceptés par la défense antiaérienne. Israël promet des représailles, en réponse à quoi Téhéran menace d'ores et déjà une réponse encore plus forte. Alors parlons vrai, la riposte d'Israël est-elle inéluctable? Va-t-elle se faire directement sur le territoire iranien? Et à cette question, va-t-on vers une guerre totale entre Israël et l'Iran? Vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée, Mona Jafarian, présidente de l'association Femmes Azadi, sera avec nous pour en parler. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. C'est une idée annoncée par Michel Barnier hier pour répondre aux urgences à l'hôpital, faire revenir les médecins retraités en appoint. Le Premier ministre entend leur proposer un cumul emploi-retraite favorable. Il veut également, sur le même principe, proposer à des enseignants retraités de reprendre du service, notamment pour épauler les plus jeunes collègues. Alors parlons vrai, est-ce que vu la situation, on n'est pas obligé de passer par là? Est-ce qu'en termes de santé, ça ne risque pas de poser des problèmes de sécurité des malades pour certaines spécialités? Je pense à la chirurgie, éducation, santé, faire revenir les retraités, est-ce une bonne idée? Vous dites non à 55%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Gérald Kerziak, c'est avec nous, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, auteur du livre Leçons d'anatomie chez Albin Michel. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Bon, vous les avez déjà entendus, hein. Philippe Bilger est avec nous, bravo Oui. Philippe Bilger. Grâce à vous, je fais des expériences, ma chère oui, Cécile. c'est ça qui est sympa. Françoise Degois est avec nous, Salut. éditorialiste Sud Radio. Salut les amis. Bonsoir Françoise, personnel, en tout cas personne à l'intérieur de vous, on l'a vu tout à l'heure. C'est Sébastien ça. Ménard, C'est ça. entrepreneur dans la food tech et dans les médias, bienvenue. Salut. Salut. Voilà, Bah dites donc. voilà, Salut, vous salut. économisez, c'est Non, Mais là, ils ont vécu une je telle suis émotion. très Oui, c'est heureux ça. d'être avec vous. Ah bah quand même, enfin. Voilà, je vous aime. Enfin, jusqu'à maintenant, j'aime Attends, j'aime on n'est encore pas obligé Françoise de- Degois. On t'a pas demandé de faire un roman non Non, plus. non. Et toi, tu passes d'un truc à rien à tout. Oui, c'est Hein, ça, c'est ou le tweet ou la conférence, entre les deux, des personnes. Et encore un tweet à 140 caractères. Ça va? Allez, Oui. Bah, le je vois des gens comme ça. 0826 300 300 avec Patrick qui nous appelle de Narbonne. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Comment ça va J'ai Patrick?
ça va bien, à part le petit coup de gueule que j'ai à passer. Bah oui, le travail saisonnier et les métiers en tension. Ouais, c'est ça en fait. Je me suis rendu compte cette saison-là qu'il y a un grand problème au niveau de tout ce qui est préfecture, ANEF, etc. Grosso modo, un exploitant qui est en tension, qui n'a pas de travailleurs saisonniers à disposition, s'il fait appel à des étrangers, il les veut pour le 1er mai, il va les recevoir au 15 juin. Donc tous les fruits sont partis, la récolte est dans la complication. Et d'un autre côté, pour les saisonniers, si à un moment donné ils bossent 4 mois alors qu'il a la possibilité de bosser 6 mois en France, pour qu'ils puissent continuer pendant 2 mois à bosser chez le voisin d'à côté exploitant, qui se connaissent, qui peuvent à un moment donné s'arranger entre eux, eh ben il est obligé de faire une demande d'autorisation qui va prendre 2 mois pour qu'il ait l'accord. Ouais, donc c'est vraiment du n'importe quoi. Je pense qu'il y a vraiment lieu de reprendre un peu ces dossiers-là pour simplifier la vie des agriculteurs d'une part et donner des conditions correctes à des gens qui viennent bosser de loin et qui viennent faire le boulot quand malheureusement il n'y a pas de main-d'œuvre. Ouais, non, c'est très très bien. Il met l'accent sur un point dont nous parlons très très régulièrement. Et alors, non seulement c'est des salaires aussi qui sont assez faibles, mais en tout cas, les gens qui viennent ont besoin de gagner ces salaires et les agriculteurs ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Donc, il y a un problème administratif, encore une fois. Il y a un problème de connexion qui se fait. C'est ça, connexion, je cherchais. Quand on cherche des économies à faire et qu'on nous reparle, en tout cas depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ma chère Françoise, du millefeuille administratif, il faut juste savoir que derrière tout ça, il y a des gens qui nous compliquent la vie et qui nous coûtent très cher. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait gagner effectivement en efficience, en facilité pour permettre aux entrepreneurs, aux agriculteurs d'être un petit peu plus agiles, parce que dans la vraie vie, on a besoin d'être agile et rapide. Merci en tout cas de ce sujet qui est passionnant et qu'on déploie assez régulièrement dans les vraies voies responsables et dans les vraies voies de l'emploi. En tout cas, Patrick, vous êtes notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, le procureur, il va parler. Absolument. Et sur quoi il va parler, le procureur? Un sujet dramatique. Est-il indécent de demander qu'on viendra la paix dans le conflit israélo-palestinien? Eh ben, on en parle dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. Petite pause et on est ensemble, heureusement, jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chaque jour, une nouvelle émission qui n'est jamais la même, forcément, puisque vous êtes très différents autour de la table, avec Philippe Bilger qui était avec nous, avec Françoise Degois, avec Sébastien Elle est Ménard. maligne, elle fait de la politique, ça vous écorcherait de dire qu'en réalité, le mercredi, c'est votre tour de table préféré. Ça vous écorcherait de le dire, mais non, évidemment. parce qu'elle parle vrai, elle va pas mentir. Ne me confondez pas avec Philippe David. Moi, je suis toujours très contente de votre venue, Françoise, et je le dis régulièrement. Bah écoutez, en off, j'entends pas les mêmes choses de votre part. Le venin, détritus, tu sais, dans la zizanie. Mais le venin, poupon la peste est parmi nous. Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il a pas dit ça. Non, s'il y a quelqu'un qui est franc, c'est bien moi. D'ailleurs, on me le reproche assez souvent. Moi aussi. C'est horrible. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler des 60 milliards d'euros d'économie du gouvernement Barnier. Alors ça se décline un peu aujourd'hui, on a quelques précisions. 2 tiers de dépenses en moins et 1 tiers de fiscalité. On va parler aussi de la procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par LFI, massivement rejetée en commission à l'Assemblée nationale. Et puis du secrétaire général de l'ONU jugé persona non grata sur le sol israélien en pleine montée des tensions avec l'Iran et sur le Liban aussi. En 3 mots, donc ça donne économie, destitution et ONU. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, est là pour répondre à la question suivante. Est-il indécent de demander quand s'arrêtera ce qui résulte de la légitime défense d'Israël après la barbarie du 7 octobre? Oui, en fait, j'ai choisi ce point de vue à la suite de certains débats où, face à des gens qui connaissaient bien mieux que moi la terrifiante réalité de là-bas, et que je posais naïvement la question, mais ça s'arrêtera quand? Il y aura la paix comment? Il y a combien de victimes civiles? Que fait la France? On me regardait avec un air toujours aimable, mais comme si j'avais été un naïf. Et au fond, j'ai l'impression que mon erreur, et je termine là-dessus, ma chère Cécile, mon cher Philippe, c'était d'appliquer des critères classiques à un conflit qui est totalement atypique, où des gens ou des groupes souhaitent la destruction de l'entité
sécessionniste comme on l'appelle, comme il l'appelle, et d'autre part un État qui était presque condamné à liquider totalement l'adversaire. C'est très navrant, mais je me demande si au fond, il n'avait pas raison de me reprocher de croire qu'on pouvait appliquer des critères classiques à ce conflit terrifiant. Moi, je ne sais pas qui sont ces gens, parce que vous avez absolument raison de penser qu'on applique des critères classiques à ce conflit. Vous avez 100% raison. C'est un conflit d'êtres humains, donc qui fonctionne avec les mêmes ressorts que l'humanité. Ce n'est pas la première fois que des pays veulent détruire l'entité sioniste. Je vous rappelle quand même que Yasser Arafat a enlevé de la charte de l'OLP la destruction d'Israël. Vous vous souvenez, Yasser Arafat qui pose ses armes sur la tribune de l'ONU. Donc Israël a fait la paix avec ses voisins arabes, ce qui était inimaginable en 48, ce qui était inimaginable en 67, ce qui était inimaginable en 73. Guerre du Kippour, c'était impensable. Et il y a un jour, vous avez absolument raison de le dire, je suis comme vous, et vous n'êtes pas un naïf. Bien sûr qu'un jour, il y aura une paix, j'en suis certaine. La paix avec les sunnites voisins au lieu, eh bien, un jour, il y aura peut-être la paix avec les chiites iraniens. Il ne faut pas confondre les Iraniens et les gens qui les gouvernent. Voilà. Les Iraniens, on en parlera tout à l'heure avec la présidente. Vous avez absolument raison, donc à 100% d'accord avec vous, Philippe Bilger. Sébastien Ménard. C'est beau d'être naïf, c'est beau d'être candide, et je dirais même, c'est une... Mais c'est vrai. Et quoi, n'importe quoi. C'est faut pas en abuser. Voilà, faut juste pas en abuser. Mais il n'est pas candide. Mais je trouve que vous vous inscrivez dans une réalité qui est celle de l'incompréhension aussi, parce que finalement on se demande les uns et les autres, comme l'a dit Françoise, pourquoi, je dirais, cette haine, ce conflit, cette guerre humaine quelque part n'est pas derrière nous. Force est de constater que on est malheureusement encore on n'est même pas quelque part sur des feux mal éteints, puisque quelque part l'incendie est là, la tourmente humaine est à son paroxysme. Mais je suis comme vous, je pense qu'à un moment donné, on est en droit de souhaiter la paix, de demander la paix et de s'interroger sur les conditions, les pourquoi, le quand, le comment de cette paix qui est appelée par tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas autour de cette table, tout le monde veut la paix. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Merci beaucoup, Philippe. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont économie, destitution et ONU. Qui veut gagner 60 milliards? Le gouvernement précise sa méthode. 40 milliards d'euros d'économie, indexation des retraites repoussée à juillet et 20 milliards d'impôts exceptionnels sur les plus fortunés. La procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par LFI, massivement rejetée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. 15 voix pour, 54 contre. Et puis le secrétaire général de l'ONU jugé indésirable sur le territoire israélien. En pleine montée des tensions avec l'Iran et au Liban, l'État hébreu estime qu'Antonio Guterres lui est hostile. Elle le déclare donc persona non grata. Les vraies voix Sud Radio. 2 tiers de dépenses en moins et 1 tiers de recettes en plus. C'est la feuille de route du gouvernement pour économiser 60 milliards d'euros. Sur le volet faire des économies, 40 milliards. On l'apprend aujourd'hui. L'indexation des pensions de retraite sera repoussée à juillet. Elles ne seront pas revalorisées le 1er janvier comme d'habitude. Des économies, il en a beaucoup été question hier soir, en tout cas lors des échanges après le discours de politique générale. Le Premier ministre n'a pas retenu ses tacles à fleur et moucheté en réponse aux différents partis. Ici, l'échange sur ce sujet avec son prédécesseur, Gabriel Attal. Avant de demander des efforts aux Français, l'État doit toujours balayer devant sa porte et se serrer davantage la ceinture. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà, pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Voilà, tout le monde est averti. Pour Gabriel Attal sur le volet faire des économies, il y a aussi donc les 20 milliards de recettes en plus à chercher. Michel Barnier annonçait hier un prélèvement exceptionnel sur les ménages les plus aisés et sur les grosses entreprises qui réalisent des profits importants. Et sur ce point, donc la fiscalité, le Premier ministre a dû répondre pour le coup à l'un de ses anciens camarades de LR. Président Ciotti, je vous ai répondu sur... ce que vous avez appelé le fardeau fiscal. Je comprends bien l'idée de généraliser, de faire un paquet en disant il y a un choc fiscal, un fardeau fiscal. C'est pas vrai. Il y aura un effort. Après, vous avez passé un certain temps à raconter
des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, M. Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps, j'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis j'ai pas le temps. En tout cas, voilà. Et puis j'ai pas le temps, dit-il. En tout cas, le projet de budget 2025, après un détour du côté de la Cour des comptes, devrait être présenté en Conseil des ministres, puis au Parlement dans une semaine environ, quand l'échéance légale était pourtant au 1er octobre, c'est-à-dire hier. Il a quand même du répondant, du tac au tac. Ce qui m'a fait le plus marrer. Un côté gentleman anglais. Il y a un truc, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est quand même Mathilde Panot. C'est-à-dire que même elle sourit parce que c'est tellement bien fait. Mais pourquoi vous pensez que je vous fais pas? C'était très drôle. Écoutez, justement, deuxième mot, destitution. La commission des lois a massivement rejeté donc la procédure initiée par LFI. Oui, 15 voix pour la destitution d'Emmanuel Macron. Les écologistes, les communistes se sont joints aux insoumis. 54 voix contre. Les macronistes, LR, le RN s'y sont opposés, tout comme les socialistes. Cette procédure de destitution, vous l'évoquiez Françoise, il en a également été question hier soir lors de cet autre échange en forme de tacle entre Michel Barnier et cette fois donc Mathilde Panot du groupe LFI. Nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Emmanuel Macron est d'ores et déjà entré dans l'histoire comme l'autocrate de la 4e et la 5e République réunies avec le plus long gouvernement démissionnaire. Il est surtout le premier président visé par une procédure de destitution. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Voilà pour la réponse de Michel Barnier à Mathilde Panot. Non, mais c'est très très drôle parce que le début est encore plus drôle. C'est-à-dire que quand elle commence son discours en disant nous n'avons pas peur, et en fait Barnier est très drôle. Il lui dit mais j'ai juste une question à vous poser. Pourquoi est-ce que je vous ferai peur? Et c'est très déconcertant. Oui. Et non, mais j'ai vu que Mathilde Panot l'avait pris vraiment avec humour parce que c'est très bien fait en fait. Ouais, c'est malin. C'est malin. Oui. On voit avec Michel Barnier ce que d'aucuns disent depuis longtemps. La politique, c'est un métier en fait. Ah oui, c'est un métier. Bien sûr que c'est un métier. Et là, ils ont affaire, Panot, Gabriel Attal et tant d'autres ont affaire à un vieux routier de la politique. Quelqu'un qui fait de la politique depuis 50 ans. Et ça se voit, et ça se sent, et ça s'entend. C'est un métier et un tempérament. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il a ramassé les petits jeunes. En fait, il a ramassé hier les juniors. En fait, c'est ça qui était assez marrant. Et je pense que c'est très drôle de l'âge aussi fait que ça glisse en fait. À un moment donné, je pense qu'il a 73 ans. Il n'a pas le temps. Et je pense que c'est la réalité. J'ai pas le temps. Et puis de toute façon, il sait très bien qu'il est probablement le gouvernement le plus court de la 5e. Donc il a aussi ça dans cette idée-là. Michel Barnier, en tout cas, il a cette idée-là. C'est ça qui est bien. Voilà, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous non plus, on n'aura pas le temps. On y va. Troisième mot, ONU. Israël officialise sa rupture avec le secrétaire général des Nations Unies. L'État hébreu juge indésirable sur son sol le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, désormais persona non grata. Le gouvernement israélien lui reproche de ne pas avoir condamné assez clairement les tirs iraniens en direction de son territoire hier soir. On va en reparler dans quelques minutes. Israël menace de répliquer. Téhéran parle de répondre encore plus fort à une éventuelle réplique. Contexte évoqué tout à l'heure par Antonio Guterres. Il est grand temps, dit-il, de mettre fin au cycle écœurant de l'escalade qui est en train de conduire les peuples du Moyen-Orient au-dessus du précipice. Chaque escalade sert de prétexte à la suivante, déclare donc le chef de l'ONU, désormais jugé indésirable donc en Israël. On va en parler bien sûr dans quelques instants. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et ce retour sur la montée des tensions au Moyen-Orient, l'Iran a lancé, je vous le rappelle, 200 missiles sur Israël, la plupart interceptés. Un Palestinien mort a déploré et Israël promet donc des représailles. Mais où va s'arrêter cette escalade de violence, Philippe? Alors parlons vrai, la riposte d'Israël est-elle inéluctable? Va-t-elle se faire directement sur le territoire iranien? Et à cette question, va-t-on vers une guerre totale entre Israël et l'Iran? Vous dites oui à 64%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Mona Jafarian est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Femmes Azadi. Est-ce que ce conflit peut faire tomber à un moment donné le régime iranien? En très court. Oui, non? Ça dépendra de la riposte. On en parle dans un instant. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus, c'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Si vous avez raté le début de cette émission, ça n'a aucun intérêt puisque David a fait des blagues pourries. Non mais c'était off. Ah, on n'était pas à l'antenne. On n'était pas à l'antenne. Donc oubliez ce que je viens de dire. Il n'y a que vous et Philippe Bilger qui les aviez pas trouvées bonnes. Françoise de Gaulle était hilar, Sébastien Ménard, n'en parlons pas. Oui, parce qu'on parle de l'Iran, c'est pas la peine de dire vous êtes farci de certitude parce qu'on parle de l'Iran. Enfin, voyez, mesdames et messieurs, le genre de blague qui peut se faire, vous ratez rien en fait. C'est ça. Mon Dieu. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous, Sébastien Ménard et vous, 0826 300 300. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les sirènes retentissent à Tel Aviv. Alerte aérienne. Le système antimissile israélien Dôme de Fer entre en action. Une frappe très importante qui vient de l'Iran. L'Iran a été humilié à maintes reprises, depuis notamment l'assassinat de Haniyeh à Téhéran. Eh bien, l'Iran ne pouvait pas rester les bras croisés. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il va en payer le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. On ne s'y trompe pas. Les États-Unis soutiennent pleinement Israël. Sans attendre, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence dès mercredi pour discuter de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. Et la défense antiaérienne d'Israël a donc intercepté hier 200 missiles envoyés par l'Iran avec Israël qui promet des représailles. En réponse à quoi Téhéran aujourd'hui menace d'ores et déjà d'une réponse encore plus forte. Alors parlons vrai, est-ce que cette guerre, si elle se déclarait, pourrait devenir non plus une guerre entre deux États, mais une guerre régionale, voire même, vu les enjeux pétroliers et gaziers dans la région, une guerre mondiale? Et à cette question, va-t-on vers une guerre totale entre Israël et l'Iran? Vous dites oui à 63%. Vous voulez réagir? Des les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Mona Jafarian, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Femmes Azadi. Philippe Bilger, sur ce conflit où c'est très technique, donc c'est toujours très compliqué de le commenter. Alors longtemps, moi j'ai cru qu'on était entré dans un cycle que je pensais interminable d'attaques, de réactions, de ripostes, qui véritablement se substituait à la véritable guerre, même s'il y avait des victimes. Et puis depuis hier ou avant-hier, des gens beaucoup plus au fait de cette réalité ne sont pas loin de considérer qu'on est vraiment dans une approche imminente d'une véritable guerre entre Israël et l'Iran, par exemple. Et d'après ce que j'ai entendu dire, je veux avoir l'honnêteté de dire que je recueille des pensées d'Elisabeth Lévy et d'autres qui m'ont un peu informé. Ils m'ont indiqué d'abord que les missiles iraniens ont fait plus de dégâts qu'on l'a cru, et notamment qu'ils ont endommagé une partie de l'aviation israélienne qui n'était pas protégée par le fameux dôme. Deuxième élément, et là c'est Elisabeth Lévy, je trouve que l'idée est très fine, je la reprends, c'est de dire que elle se demande si Israël ne va pas trouver là un prétexte, une opportunité qu'il attendait depuis longtemps pour tenter de régler définitivement le problème de la bombe atomique en Iran, malgré les difficultés, puisque, paraît-il, c'est enterré dans des conditions absolument invraisemblables là-bas. Françoise de Gaulle. Oui, alors sur le prétexte, c'est vraiment ce que pensent tous les stratèges. La réalité, sur ce que vous venez de dire, Philippe, moi je pense que on arrive à la confrontation avec l'Iran. Mais il faut savoir que cette confrontation, elle est inéluctable et elle est, on appelle ça le fantôme de l'Iran quand vous vivez en Israël. L'idée qu'un jour on va arriver à une confrontation directe avec l'Iran est considérée comme quelque chose de tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on enclenche une guerre mondiale. Là, et j'aime beaucoup la finesse de Mona qui disait ça dépendra de la riposte. Sur le prétexte, tout le monde dit effectivement le prétexte. La réalité, pourquoi Washington hier soir a dit on va accompagner? Parce que si Benyamin Netanyahou décide d'en terminer avec le nucléaire iranien, c'est-à-dire qu'ils sont à quelques semaines de mettre fin au premier cycle des centrifuges, c'est un peu compliqué. Et en gros, d'ici 2 ou 3 ans, ils peuvent avoir... J'explique, c'est ce qui permet d'enrichir de l'uranium ou du plutonium pour qu'ils deviennent militaires. La question, pourquoi les Américains veulent accompagner Israël
Israël. Et Netanyahou, contrairement aux apparences, n'est pas fou. Si on rentre dans cette logique-là de destruction des centrifugeuses, à la différence des autres nations, les Iraniens ont disséminé leurs installations nucléaires. Ils les ont non seulement enterrées, mais disséminées. Là, on rentre véritablement dans une confrontation d'une nature différente. Et c'est ça que le cabinet de guerre israélien va examiner. Allez, on avance. Sébastien Ménard. Moi, je ne sais pas s'il y aura une confrontation au-delà de ce à quoi on a pu assister ces dernières heures. Ce que je sais, c'est comme le dit Françoise, c'est que derrière, il y a comme dirait nos chaînes publiques, du lourd. On a les États-Unis derrière Israël, on a la Russie, le Brésil qui évidemment soutiennent l'Iran. Alors de quelle manière, je ne sais pas, jusqu'où personne n'est capable de le dire. Mais en tout cas, le fait que le terrain soit un théâtre d'affrontement indirect entre des hyperpuissances, en tout cas, moi je pense que c'est peu probable. J'ai la faiblesse de croire, alors peut-être on parlait tout à l'heure de naïveté, de candeur, etc. J'ai la faiblesse de croire que les grands de ce monde sont quand même capables, en opportunité peut-être, de régler un certain nombre de problèmes, parce que quand on a un doute, on n'a pas de doute, en tout cas sur la capacité du régime iranien à se doter de l'arme nucléaire dans un futur proche. Voilà, donc peut-être que c'est effectivement une opportunité pour stopper ça, ou en tout cas pour casser un morceau de ce qu'ils ont pu d'ores et déjà fabriquer. Mais il ne faudrait pas que ça aille trop loin, parce que, encore une fois, derrière l'Iran comme derrière Israël, on a des protagonistes d'un tout autre niveau. Oui. Mona Jafarian, présidente de l'association Femmes Azadi. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous connaissez de l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, en fait ? Tout à l'heure, vous parliez de prétexte. Moi, j'aime pas trop qu'on emploie le mot prétexte, parce que on peut pas dire que les craintes d'Israël ne soient pas justifiées. Prétexte, ça voudrait dire que finalement on se sert de quelque chose qui n'est pas réel pour faire tout autre chose. La réalité, c'est que la guerre régionale, on l'a déjà depuis le 7 octobre, puisque le 7 octobre, on a assisté au plus gros pogrom de l'histoire d'Israël. Dès le 8 octobre, le Hezbollah déclare la guerre à Israël, et depuis bientôt un an, ils sont attaqués depuis 7 fronts différents. Donc pour moi, la guerre, elle est déjà régionale depuis bien longtemps. Effectivement, on a atteint un nouveau palier, puisque la première fois, le régime des Mollahs envoie des drones par centaines, les dégâts sont moindres, l'impact est moindre, et les Américains bloquent une riposte israélienne en leur disant vous allez sur Rafah mais vous touchez pas à l'Iran. Donc là, les choses sont différentes, puisque cette fois, Joe Biden comprend bien que malgré toutes les négociations qui sont menées en off depuis des mois, ça ne mène à rien, qu'il n'arrive pas à calmer les ambitions hégémoniques de la République islamique, et que l'affrontement est inévitable. Maintenant, je dis, ça dépend de la taille de la riposte et les cibles qui sont touchées. Pour le nucléaire, c'est très délicat, parce que c'est enfoui en profondeur, qu'il n'y a uniquement que quelques bombes américaines capables de descendre si profondément. Et puis, stopper le programme nucléaire ne stoppe ni les proxys terroristes de la République islamique, ni son pouvoir de nuisance dans la région. Donc, et en même temps, on est dans un cul-de-sac, puisque le Hezbollah étant particulièrement affaibli, le Hezbollah, c'est vraiment la République islamique au Liban. C'est pas juste un proxy, c'est beaucoup plus puissant que ça. Donc, vu qu'il y a déjà plus le Hezbollah en état de marche pour le moment, le Hamas qui est quasiment détruit, il leur reste que la bombe nucléaire pour tenter de se garder au pouvoir, puisqu'ils ont une population qui a quasiment 90% est opposée au régime, et l'armée israélienne l'a très bien compris, puisqu'il s'adresse en permanence aux Iraniens pour leur dire vous ne serez pas la cible, c'est pas vous que nous allons viser, c'est vraiment le régime, parce qu'ils savent que finalement la meilleure arme qu'ils ont entre les mains aujourd'hui, c'est le peuple iranien, qui le dit d'ailleurs sur tous les murs de Téhéran, pour dire commencez à frapper et on finira le travail dans la rue. Et j'imagine j'imagine que ce serait une terrible humiliation pour l'Iran si, à cause des États-Unis ou d'Israël, il perdait cette arme suprême qui est la menace nucléaire. Ça serait une humiliation, mais si vous voulez, l'humiliation est quotidienne pour le régime. Elle est déjà là, l'humiliation. Aujourd'hui, le régime... Oui, mais ils ont la bombe. Non, ils l'ont pas. Ils n'ont pas la bombe. Non, mais parce que, non, ils ont vraiment pas la bombe Pierre encore. Lelouch disait qu'ils ont de quoi, à l'heure actuelle, faire 3 bombes. Oui, alors, ils ont la capacité, mais en fait, il faut faire l'assemblage, il faut créer les têtes. Enfin, c'est un peu compliqué, mais du coup, ça prend quand même... le vecteur pour la transporter. Il faut 2 ans. Donc on estime encore 1 an et demi, 2 ans. Mais déjà, l'humiliation est là, puisqu'aujourd'hui, le corps des gardiens de la révolution islamique, qui prétend vouloir dominer le monde, se retrouve quand même à faire des déclarations publiques
pour dire au peuple iranien et lui rappeler qu'il est interdit en Iran de soutenir Israël. Et que si les Iraniens continuent, on va devoir sévir de plus en plus. Et il demande aujourd'hui à ce que des Iraniens balancent d'autres Iraniens pour qu'on arrête de soutenir officiellement Israël. Donc si vous voulez, l'humiliation, elle est déjà là. Quelle faiblesse de leur part. Ah pardon, vas-y. Non, moi je pense que ce que vous dites conforte l'intuition qu'on pourrait partager. Je pense qu'effectivement, Israël et ses différents alliés, qui sont quand même surpuissants et qui n'ont pas l'Iran en amitié, ou en tout cas le régime des Mollahs en amitié, auraient tout intérêt, je dirais, à prêter en tout cas les technologies militaires pour mettre un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, ça ne veut pas dire... mais mettre un coup d'arrêt à la fois au programme nucléaire qui, si je vous écoute, quelque part constitue la dernière vraie crédibilité sur le sol domestique, national et évidemment à l'international de ce régime. Mona, juste quelque chose de très important. Hier soir, j'ai regardé toutes les chaînes info, là, et notamment les chaînes israéliennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que je voudrais que vous me le confirmiez, parce que je n'ai pas eu cette confirmation, personne ne l'avait. Il semblerait qu'hier soir, les gardiens de la Révolution aient décidé tous de se mettre en sécurité. Parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus important, je pense, que la guerre physique, c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire que Israël a gagné la bataille de la psychose, en réalité, en ayant été capable d'éliminer en plein cœur de Téhéran Haniyeh, et évidemment avec toute l'affaire des Vipers et des Kier. Est-ce que vous confirmez que les gardiens de la Révolution se sont tous mis en sécurité, en sécurisation de leur être, eux, tellement ils ont peur? Alors déjà, le premier signe, ça a été de mettre en sécurité Ali Khamenei, donc de le cacher. Ça, c'est vrai. Ensuite, la guerre psychologique, Israël l'a totalement gagnée, puisque déjà l'élimination de Haniyeh, ça a été le premier coup dur. L'élimination de Nasrallah, c'est le deuxième coup dur. Avant-hier, Ahmadinejad, donc l'ancien président de la République islamique, a été obligé d'avouer qu'ils avaient créé une unité d'élite pour repérer les espions israéliens au sein du régime, et qu'ils se sont rendus compte que la personne qui dirigeait cette unité d'élite était un agent du Mossad, et que 20 membres de l'équipe travaillaient comme informateurs pour Israël. Ce qui est dingue. Donc si vous voulez, c'est extraordinaire en fait. Dans un régime dictatorial, déjà vous vivez avec une parano permanente, et là en fait, partout où on regarde les hauts cadres du régime et Ali Khamenei, ils ne voient que des agents du Mossad. Donc psychologiquement, ils ont déjà perdu cette guerre. Moi, ce qui m'intéresse, juste un mot pour dire quand même que la population iranienne, et c'est très important de faire le distinguo, le Shah d'Iran, si mes souvenirs sont exacts, était un grand allié d'Israël. Vous sentez cette population véritablement, non seulement elle est opposée aux Mollahs, mais est-ce que vous sentez cette population pro-israélienne, en tout cas pas défavorable à Israël? Oui, la population iranienne est très grandement pro-israélienne, et d'ailleurs c'est assez paradoxal par rapport aux images par exemple qu'on voyait en Cisjordanie où les gens acclamaient les frappes. En Iran, des dizaines de milliers d'Iraniens à leurs fenêtres, faute de pouvoir sortir librement dans la rue, criaient pendant les frappes sur Israël: mort au dictateur, mort à Khamenei, mort à la République islamique. Donc si vous voulez, c'était quand même un message énorme et une humiliation de plus pour le régime. On part au 0826 300 300. Bonsoir Patrick de Narbonne. Oui, bonsoir. On vous écoute. Alors, personnellement, je me dis que si Israël avec l'Amérique attaque l'Iran, il y aura certainement une présence russe derrière. Et je pense que ça risque de contrebalancer et que tout le monde devra en tenir compte. C'est vrai. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'ils sont vus il n'y a pas si longtemps que ça. Et je crois qu'ils ont tous l'Iran, la Russie et tout ce qui est BRICS, sont en train de bâtir justement un contrepoint à la domination américano-occidentale. Et je pense qu'ils vont se serrer les coudes dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un point qui peut être... c'est ce que vous disiez. Non, je crois pas ça du tout. calme le jeu. Alors, qu'il y ait une frappe et que Israël essaie peut-être même de frapper les dirigeants, puisque visiblement ils ont frappé Nasrallah et Ismail Haniyeh à Téhéran, qui veulent frapper effectivement les têtes du régime, c'est très possible, et qu'ils essaient de trouver une solution. Et effectivement, ils ont montré que jusqu'à présent, ils avaient le savoir-faire. Maintenant, le problème, c'est que le problème, il n'est pas là. Le problème, il se situe en Palestine. L'action iranienne, elle est suite aux attaques et au massacre qui se fait à Gaza. Parce que Gaza, même s'il y a une opération du Hamas qu'on peut considérer comme réussie par rapport à la puissance israélienne,
ça ne mérite pas de massacrer toute une population, parce que s'il y a eu 1000 morts d'un côté, on est à plus de 50 000 de l'autre côté. Patrick, pardon, c'est très compliqué. Patrick, c'est très compliqué pour moi de vous entendre dire une opération réussie du Hamas pour le 7 octobre. C'est pas Laissons possible. réagir Mona. Patrick. Non, mais soyons dans les faits. Non, c'est pas les faits, ça. Si on dit qu'Israël a fait une attaque au beeper pour le Hezbollah et qu'à un moment donné, ils les ont tous tués, et qu'on les Ils n'ont pas été tués. Une attaque réussie. Ils n'ont pas été tués. Vous êtes en train de dire le Hamas a réussi une action réussie. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Mais madame, on parle au point de vue militaire. Tout spécialiste militaire vous dira. C'est incroyable. C'est pas une opération militaire. Ça s'appelle un pogrom, enfin. C'est la barbarie. Mais c'est des femmes violées, égorgées. Pardon, Patrick. Excusez-moi. Non, comprenez. Non, on parle pas d'histoire d'égorgement ou des choses comme ça. On parle d'attaque militaire. Patrick, vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible de parler comme ça. Pardon. Non, la plupart des gens qui ont été tués, notamment pour le 7 octobre, la plupart c'est des militaires. Après, Pour raconter n'importe quoi, Patrick. S'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît, ça n'est pas la vérité. S'il vous plaît, réponse de Mona. Patrick, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça, Mona. Moi, je suis consternée parce que je suis en train d'entendre. Si on commence à nous parler d'opérations militaires sur une attaque terroriste, moi, je pense que Patrick devrait aller vivre sous des régimes totalitaires et islamistes pour comprendre la barbarie dont fait preuve ce régime. Et juste pour votre information, quelques semaines avant les pogroms du 7 octobre, les djihadistes du djihad islamique palestinien, du Hamas et du Hezbollah étaient en Iran en train de s'entraîner. Et j'invite Patrick à regarder les 580 pages du rapport de l'ONU sur les crimes contre l'humanité, les viols et les tortures dont sont capables ces milices que j'ai l'impression qu'ils glorifient, pour se rendre compte que non, on était face à la barbarie la plus ignoble, que le viol ne sera jamais de la résistance, que tuer des civils ne sera jamais de la résistance, que brûler des bébés vivants ne sera jamais de la résistance. Mais par contre, on voit vraiment une faillite morale au sein des sociétés occidentales, et je pense que ça doit être aussi un signal d'alarme pour nous tous, que l'idéologie de la République islamique est en train de salement gangréner l'Occident. En tout cas, Patrick, on ne peut pas vous laisser dire ça. Je ne vous garde pas à l'antenne. C'est une décision que je prends moi. Et merci que je beaucoup. soutiens, parce que la majorité des victimes l'immense majorité ont été des civils le 7 octobre dernier, y compris des femmes et des enfants. Et pour la peine, Mona, Jafarian, vous allez rester avec nous. Vous allez jouer au qui c'est qui l'a dit. Ça va détendre tout le monde. Pour un peu de légèreté. Voilà, vous restez avec nous. Merci en tout cas d'avoir été là. On revient dans un instant. On fait une petite pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les voix. Je tenais à vous présenter mes excuses parce que parfois, vous savez qu'on offre notre antenne à des auditeurs. C'est la liberté de parole, sauf qu'elle a une limite. Quand on dépasse certaines bornes, et moi j'ai pas toujours très envie de renvoyer les auditeurs chez eux, mais en tout cas cette personne qui était avec nous il y a quelques instants a tenu des propos qui étaient extrêmement violents et extrêmement déplacés, surtout dans cette période. Donc voilà, excusez-nous, mais en tout cas c'est notre rôle aussi d'échapper à des termes ou en tout cas des discours qui sont très très graves. Voilà. De gérer l'antenne comme on dit. En attendant, nous avons gardé... Mona Jafarian. Oui, non, c'est pas ça, c'est que nous avons gardé bien sûr le qui c'est qui l'a dit, parce qu'on peut quand même s'amuser un petit peu. Oui, bien sûr. Et que ça, c'est un moment, excusez-nous de vous le dire, c'est un moment, c'est le momentum de l'émission, donc vous n'avez pas à nous enlever parce qu'il y a des auditeurs crétins qui font de la négation de crimes contre l'humanité. Exactement. Merci. Et Mona, je vous demande de lancer le jingle, allez-y. Comme vous voulez. Go le jingle. Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le jingle est parti. Go le jingle, alors là c'est la meilleure, j'ai jamais entendu ça. Un jour je pense qu'on fera un best-of à tous ceux qui ont lancé le jingle. C'est génial. Bien, oui. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien Mona, à ces 2 points sur les tirs des missiles iraniens, le président des États-Unis devrait faire exploser ce pays en 1000 morceaux. Qui a dit ça? Donald Trump. Bonne réponse de Mona. Point pour Mona. Première participation, première question et premier point au pluriel. Allez. Toujours à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Michel Barnier est traversé par toutes les contradictions d'une majorité extrêmement réduite. Allez.
Panot? Non. Olivier Faure? Non. Bon? Non. Non, c'est le même parti qu'Olivier Faure. Plus haut. François Hollande. Bonne réponse. Philippe Bilger a été un poil plus rapide. De justesse, mais Ouais, bon. un point chacun. Non, on n'exagère pas, toi. Il a un quart de seconde d'avance. C'est là qu'on verra la vraie personnalité des gens. C'est dans ce jeu. Voleur, mais quel voleur celui-là alors. Ah, Maxime me dit qu'a priori, je me suis peut-être trompé, c'est pas moi, Philippe c'est Bilger le Sébastien premier. Ménard le premier, mais. Non, mais il a acheté le technicien. Il a acheté Maxime. Merci Maxime. Non, Merci. Non, c'est Philippe Bilger. C'est Philippe Bilger. Bon, allez, Non, on c'est y va. Philippe Bilger. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit? Un point, Gabriel Attal. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaires pour faire face au déficit que j'ai trouvé en arrivant. Michel Barnier. Bonne réponse de François. Il faut bien que je marque un point. Arrêtez. Elle est tricheur. Non, elle ne savait pas. Mina, elle s'en fout. Mais elle connaît par contre le nom de tous les ayatollahs. Mais ça, c'est ça. Et c'est pour ça. C'est génial. Je suis complètement à la rue. Allez, question qui c'est qui l'a dit à 2 points. C'était le grand méchant flou. Michel Barnier a cherché à nous endormir, à zigzaguer entre les lignes rouges définies par les différents groupes politiques. Mona. Ah ouais, Mélenchon? Non, je sais pas. Non. Fabien Roussel? Non, pas le même bord. Il a été vice-président de l'Assemblée. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui ouvre son compteur. Enfin. Et Sébastien, prenez un cachet, ça va vous détendre. Mais je ne viens que pour gagner. Il était à 0 alors. Bon, ça va. Qui c'est qui l'a dit? 2 points, les amis. Michel Barnier a une dette démocratique. Il doit l'honorer en faisant des compromis avec la gauche. La gauche. Glucksmann? Non. Pas mal. Pas loin. Olivier Faure? Oui, bonne réponse de Françoise. Ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. De toute façon, Absolument. Françoise, c'est Olivier Faure, Philippe Bilger, c'est Ciotti. Et moi, c'est François Hollande. Non, moi, c'est François Hollande, Olivier Faure. Enfin, tout ce qui est socialiste, Allez, en fait, qui traîne. C'est qui l'a dit? Il y a du monde. Ceux qui restent. Non, mais ceux qui se disputent. Qui c'est qui l'a dit à 1 point en parlant du gouvernement qu'il se démerde? Ah, je sais. Je sais. Non, Mona. Ah bon Non, je pas. Macron. La seconde, c'est au même, dans le même temps. Donc, point. Si, mais on l'a dit ensemble. Non, vous avez crié, mais après. Mais après, C'est donc pas vrai. Non, c'est Philippe et moi, mais arrête, on l'a dit en même temps. Non, mais moi aussi, j'ai fait ça. J'ai gagné avec non, vous. mais non. Père pour personne. Les points pour personne. On a gagné. S'il vous plaît. Françoise et moi, on a gagné. Françoise et moi, on a gagné en même temps. Excusez-moi, j'ai perdu 2 décibels de mon oreille. Donc, on fait comment pour les points, là? Parce que vous étiez en même temps. Entre qui et qui? Entre Bilger et moi. Ce sera toi qui gagnera. C'est Philippe. Non. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points? Je veux un congrès de réconciliation. Et nous revenons à l'essentiel. Barnier? Non. Olivier Faure? Non, bah non. Allez-y. Michel Barnier? Non. Un congrès de réconciliation? Boris Vallaud. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui remonte 3 points. Alors on en est où? C'est la fin. Il a coiffé tout le monde. 5 points pour Sébastien Ménard, 4 points pour Françoise Devois, 3 points pour Philippe Bilger, 2 points pour Mona. Et nous, on est à 0, mais c'est logique, on pose les questions. Voilà. Bravo. Mona Jaffarian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Allez, petite pause. Le journal, la météo, c'est important la météo aussi. Et on revient dans un instant. C'est les vraies voix dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous au téléphone. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous commandez, Philippe? Non, j'étais en train de faire quelque chose de très important. Oui. Non, on ne vous dérange pas, là? Non, et ça y est, je l'ai fait. Il commande quelque chose sur Internet. Il a le droit, quand même. Peut-être qu'il commande des fleurs pour son épouse. Ouais. Non, Il est sur une appli Tinder. Je n'avais plus aucune raison de tricher puisque le jeu est terminé. Il commande une pizza parce qu'il fait faim. Voilà, Merci. Vous me faites venir l'eau à la bouche. La pizza dans l'estomac. Françoise, en parlant de mozzarella, l'italienne Françoise, c'est avec nous. Et Sébastien Ménard. Et dans un instant, 0826 300 300, on va écouter le message répondeur. Et votre coup de gueule, on parle de quoi dans un instant? Brincadeira. Si. Ça veut dire foutage de gueule en portugais. Eh bien, très bien. Allez, tout de suite, vous nous laissez des messages et on les écoute. Bonjour, je suis Geoffrey de Valenciennes. Voilà, écoutez, j'écoute Monsieur Faure. Et en fait, je me pose des questions. Je me demandais s'ils avaient des problèmes de mémoire. Car, si je ne me trompe, le Parti Socialiste, la droite, la gauche, En Marche, une droite, une gauche apparemment, plutôt droite ou extrême droite, j'aurais dit, extrêmement très à droite,
ont été au pouvoir et nous ont amené aujourd'hui à 3200 milliards de dettes. Alors j'oublie la retraite des fonctionnaires, sinon on a plus de 6 000 milliards de dettes. Donc ces gens ont été responsables, sont responsables de la situation dans laquelle on est. Et de revenir aujourd'hui en héros, je trouve ça un peu déplacé. Voilà. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment, ces gens comme Bruno Le Maire qui nous ont créé de la dette, qui ont accumulé encore plus de dettes, 1000 milliards, à quel moment ils vont être responsables de leurs actes? Voilà, merci beaucoup. Eh ben dis donc. Au-delà du cas qu'il évoque, Geoffrey, je trouve que l'idée que les politiques qui commettent de graves erreurs, finalement n'ont pour sanction que d'être un jour désavoués par leurs électeurs ou quand ils se présentent, c'est une idée très intéressante. Je suis frappé de voir à quel point en France, les échecs n'entraînent jamais de sanctions. Nulle part dans la démocratie, c'est la décision d'une ligne politique, ça s'appelle la démocratie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Geoffroy. Qu'est-ce qu'il y a? Il pense que l'extrême droite qui n'a jamais gouverné ou LFI qui n'a jamais gouverné ferait mieux. Geoffrey, enfin, je veux dire, c'est les décisions politique. Donc ce qui est sanctionné, c'est la ligne. Emmanuel Macron, depuis 7 ans, a décidé d'alléger tout pour les entreprises. Ok, la gauche lui répond, on a perdu 100 milliards de recettes. Ok, ça s'appelle la démocratie. C'est des façons de gérer différentes. Vous n'allez pas foutre au trou maintenant les politiques parce qu'il y a des milliards de dettes. Moi, vous savez très bien à quel point je suis critique avec Emmanuel Macron. Mais Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, je suis désolé de vous le dire, heureusement qu'ils étaient là pendant le Covid avec les aides aux entreprises. On aurait perdu des millions d'emplois, donc soyons quand même un peu honnêtes. Moi je veux bien qu'on s'engueule sur tout, mais mettre au trou les gens parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, ça va quoi. Sébastien Ménard. C'est ce que dit Françoise est totalement vrai, parce qu'en fait dans les 100 milliards, il y a probablement des problématiques d'arbitrage, des économies qu'on n'a pas fait, des cadeaux aussi qu'on a fait aux uns aux autres pour parfois calmer des crises, mais il y a aussi des dizaines de milliards qui ont été je dirais adressés à l'ensemble de nos compatriotes, aux entreprises, aux particuliers, etc. Qui, quand on regarde ce qui s'est passé pendant le Covid, il suffit juste de regarder ce qui s'est passé de l'autre côté de notre frontière. Vous regardez l'Italie, vous regardez l'Espagne. Non, l'Italie a pratiqué la même chose que nous, ils n'ont pas perdu d'emploi. Non, mais ils n'ont pas perdu d'emploi, mais c'était pas tout à fait dans les mêmes conditions. Et quand je regarde par exemple l'Espagne, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu quelques aides en Espagne, mais pas aussi intéressantes que les nôtres. Allez les amis, on y va. Et vous avez, François, ce qu'on dit à Geoffroy? Quoi, bonjour? Non, mais un pull, Geoffroy. Oh là là. Voilà, non mais attends, non mais tu peux pas, Philippe Davidise, non mais c'est dramatique. Changez de bureau s'il vous plaît, parce qu'il est en train d'imprégner sur toi un truc. Excusez-moi, j'aurais jamais imprégné une vanne aussi mauvaise. C'est pas votre genre. C'est pas votre genre. La mauvaise foi. 3 blagues sur 4, on se pince pour rire. Je l'aime bien. Moi aussi je l'aime bien. Moi j'aime bien. Un jeu du langage. Qui trouve cette blague drôle? Moi. Voilà, 2, Philippe, 3. 3 contre 2. Pas du tout. Et ben voilà. Les teigneux, restez teigneux. C'est les aigris. Les peines à jouir, c'est ça, les peines à jouir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, on peut tous dire, mais attention, avec modération, Philippe Bilger, vous pouvez dire des choses très sympas sur moi, si vous voulez. Françoise de Gaulle aussi. Je n'y manquerai pas. Cette émission part en quenouille, je le dis tout de suite, c'est vraiment lamentable. Sébastien Ménard aussi. On ne fait que ça. Philippe, vous avez le droit de dire des choses gentilles sur moi. Allez-y. Mais je vous adore. Oh, mais moi aussi, je vous adore. C'est joli. Et vous savez, comme d'habitude, vous allez remettre le clocher au milieu du village. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre, comme l'a dit Cécile, le clocher au milieu du village. Et aujourd'hui, ce sera un village charentais, puisque nous prenons la direction de Gonpontouvre, petite ville mitoyenne d'Angoulême. Pourquoi Gonpontouvre? Parce que dans cette ville, les 9 derniers salariés du fabricant de robinetterie de laboratoire Sanifirst se sont vus proposer un emploi au Portugal, où leur site de production va être délocalisé. Et vu les conditions salariales proposées, on comprend le peu d'enthousiasme de ceux-ci, puisqu'un salarié gagnant 1600 € net par mois s'est vu proposer 830 € brut, tandis qu'un autre qui en gagne près de 3000 s'est vu proposer un salaire de 1200 € brut. Inutile de dire qu'on ne se bat pas au portillon pour partir chez nos amis portugais, ou
même si la vie est un peu moins chère, on ne roule pas sur l'or avec 830 ou 1200 € bruts, d'autant que les indemnités de chômage en France seront supérieures au salaire net au Portugal. On pourrait parler de provocation. Personnellement, je ne m'imaginerais pas faire ce type de proposition à qui que ce soit. Mais le pire est que cette entreprise occupe des locaux propriétés de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Une communauté d'agglo qui lui a accordé un rabais sur ses loyers de 300 000 € sur 10 ans. Bref, une entreprise qui a massivement bénéficié d'argent public se permet de délocaliser en se moquant délibérément de ses salariés, et ce en toute impunité. En toute impunité et même en toute tranquillité, puisque comme elle compte moins de 1000 salariés, elle n'a aucune obligation de rembourser des sommes que les contribuables ont payées à sa place. Alors évidemment, soutien aux salariés virés, mais surtout j'aimerais, à l'heure où les finances publiques sont à sec, que l'argent donné aux entreprises ne soit pas donné en pure perte. Mais sérieusement, hein, Philippe, non, mais c'est très sérieux. Mais la question que je pose est sérieuse. Lorsqu'on propose à des salariés qui ont été virés, pardon pour l'expression, d'aller au Portugal, on s'occupe de leur famille aussi ou... Alors ça, a priori, on n'est pas obligé. Vu les salaires qu'il propose, ça m'étonnerait. Là, c'est l'entrepreneur qui va vous répondre. J'ai suivi, moi, cette actualité. Et évidemment, la proposition des propriétaires, qu'on pourrait qualifier de grotesque, de notre point de vue. Néanmoins, ça s'inscrit dans un cadre légal. C'est obligatoire quand on délocalise de proposer l'emploi. Ça, c'est la première chose. Après, ce que vous demandez, c'est ce qu'on appelle le supralégal. C'est-à-dire que légalement, la société peut se délocaliser. Elle se délocalise. Elle a l'obligation de proposer une proposition de reclassement sur le lieu de la délocalisation. Ça, c'est la dimension légale. Voilà. Et si les gens disent oui, les gens peuvent dire, dans ce cadre-là, moi je souhaite une approche supralégale, vous me payez le déménagement, vous me payez ceci, vous me payez cela. Okay. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas, là où je suis d'accord avec Philippe David, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Quand on propose ça à des gens qui gagnaient 1500 ou 2000 balles, parce que c'était à peu près ça, c'était pas non plus des salaires très élevés, de leur proposer d'aller vivre à 2000 bornes de chez eux, de délocaliser les enfants, de délocaliser madame, de vendre la maison, etc., qu'on paye à crédit sur 30 ans, évidemment, tout ça est grotesque et risible, évidemment. Non, c'est plus que grotesque et risible, c'est-à-dire que c'est un mal français. Vous le prenez avec cette société. On peut faire le cas 15 depuis 20 ans, depuis 15 ans, 20 ans. Ou en Roumanie, on proposait encore moins de 800 € J'ai ce souvenir en Poitou-Charentes de cette usine entièrement dans la nuit. Les ouvriers arrivent dans la nuit, au petit matin, les machines sont déménagées. Et tous ces gens ont touché des aides de la région, de l'État, etc. C'est quelque chose là c'est un véritable dysfonctionnement. Il faudrait faire pleuvoir des amendes. Et c'est vrai que la ligne des 1000 salariés est une ligne qu'il faudrait, à mon avis, encore abaisser, tirer vers le bas. Au bout de 100 ou de 200 salariés, il faut qu'il y ait des raisons réelles de difficultés économiques. C'est pas possible. Il faut absolument être plus attentif à l'argent public qu'on prête. Vous avez compris, brincadeira, foutage de gueule. Oui, c'est ça. Peut-être réformer un peu le cadre législatif sur Je pense que c'est important qu'on aide les entreprises, parce que vous avez des aides européennes. Merci. Non, c'est très important, mais il faut être extrêmement strict et sévère. Voilà. Vous pouvez enregistrer ce qu'a dit Françoise. Oui. Il est très important d'aider les entreprises. Mais on l'a fait, qu'a fait François Hollande. C'est le type qui a le plus aidé, plus que votre ami Sarkozy, plus que votre ami Macron. Ça suffit, Madame de Bois, ça suffit. Vous le savez, on l'a assez reproché. Le type qui a le plus aidé les entreprises, ça va être François Hollande, que vous vouliez ou pas. C'est pas parce que vous parlez plus fort que vous avez nécessairement raison. Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Votre ami. J'ai dit yesh. Non, mais là, on est. Non, mais c'est pas parce qu'il vous a battu sur le fil ou qui c'est qui l'a dit que vous devez être désagréable. Non, je suis pas désagréable, c'est juste, c'est un faiseur, c'est tout ça, sarkozyste. Donc, c'est les pires. Les macronistes qui viennent du sarkozysme sont les pires. Voilà, on aménage. Est-ce qu'on peut reprendre le cours normal de cette émission? C'est vrai, vous avez droit. Je vous remercie, vous êtes sans moi. Vous êtes trop aimable. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Non, moi j'aime pas vos règles à géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe David, qui est une racaille. Quand on parle du loup, on en voit la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout. Ah bon? Le tour de table de l'actualité.
Les goûts de Philippe Bilger sont intéressants. Nos amis, sans transition. C'est dingue. Maxime, notre réalisateur, ma passion absolue. Absolue. Ce jingle a 4 ou 5 ans. Il a pris ma pensée dans son extrême profondeur. Oui. Ne vous enfoncez pas, Philippe David, si je puis me permettre. Philippe Bilger, je vous en prie. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Hein. Ah, c'est sûr. Vous mangez quoi Justement, tiens, Philippe Bilger, quelle solution contre la grossièreté parlementaire de certains députés LFI? Alors, je vais répondre par avance à la réplique que me fera peut-être Françoise, que ça a toujours existé, la grossièreté à l'Assemblée nationale. Je l'admets bien volontiers. Il y avait un autre style, il y avait une autre culture. J'ai tout de même été frappé en revoyant certaines interventions de députés LFI hier, alors que le Premier ministre déroulait son discours de manière tranquille, impassible. Je trouve qu'il n'est pas normal que dans l'Assemblée nationale, on entende des insultes, des outrances, des indécences, des grossièretés à l'encontre d'un Premier ministre, qu'il soit de gauche ou de droite, qui se trouve dans une posture importante. Je me demandais, au moment même où je me posais la question, je savais qu'il était impossible d'interdire l'expression de subjectivité délirante dans une Assemblée nationale. Mais je proposais la question pour que peut-être vous ayez des réponses. Moi, je vais vous faire sourire, je l'ai trouvé plus calme que d'habitude. C'est-à-dire que je me disais, on va avoir droit aux claquements de pupitres, etc., qui sont infernaux. Oui, moi, je partage complètement votre avis. Alors, il y a évidemment la stratégie LFI qui est toujours la même et qu'on peut regretter. Encore une fois, je les ai trouvés plus calmes que d'habitude. Moi, j'ai été choqué par ça. J'ai été extrêmement choqué par les députés sur leur portable. C'est-à-dire qu'en mode ado, je vous assure qu'il y avait des plans de coupe, et c'était pas des ados, c'était souvent des boomers. Il y a des plans de coupe, si tu veux, où vous voyez les députés en train de pianoter. Tous. Est-ce qu'il y a une si grande urgence à répondre à WhatsApp ou à faire des tweets? Il y en a certains qui tweetaient en direct. Hein. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas possible. Ça, je veux dire que là, vraiment, honnêtement, nous-mêmes, on se fait taper sur les doigts quand on reprend l'antenne et qu'on regarde nos portables, et Cécile a absolument raison. Elle a absolument raison de le faire parce que ce n'est pas digne. Moi, je me bats dans ma famille, dans mes troupes, dans mon environnement pour qu'on arrête d'être à table et de répondre à WhatsApp. Ça fait 12 ans que je n'ai plus de portable. Eh bien, moi, je ne veux plus. C'est-à-dire qu'à la limite, maintenant, je veux même plus dîner ou déjeuner. Je dis, si vous arrêtez pas, on arrête. Et voilà, c'est la délinquance. Enfin, comment dirais-je, le manque d'éducation, il est autant dans les hurlements de LFI auxquels on est habitué que dans cette façon de ne pas écouter. Totalement. Sébastien Ménard. Là où parfois la France insoumise et ses représentants ont parfois, je dis bien parfois, sur le fond, eu des fulgurances utiles au débat, puisque ça représente une partie, en tout cas, de ce que pensent les Français. Il faut quand même pas passer à côté de ça. Bien sûr. Sur la forme, en tout cas là où je suis d'accord avec vous, Philippe, et je suis d'accord avec Françoise, c'est que sur la forme, ils sont ridicules. Ils tirent la représentation nationale vers le bas, vers les bas-fonds de ce qu'on n'a pas envie de voir. Plus au début, mais c'est ça qui est triste, c'est que, encore une fois, sur le fond, ils avaient parfois, je dirais, une utilité. Mais cette utilité, quelque part, ils la perdent à cause de leur grossièreté, d'accoutrement, de comportement, etc. Voilà. Non, mais c'est les deux, c'est l'accoutrement, le comportement. Moi, je suis désolé, la représentation nationale, en tout cas l'image que je peux m'en faire, c'est une forme de respectabilité. Il y a des règles, voilà. Moi, je suis pour la cravate dans l'hémicycle, je suis pour retrouver une forme de notabilité, parce que, quelque part, on a l'habitude de dire dans la vraie vie que souvent la forme porte le fond. Malheureusement. Donc la forme est importante. Allez, vous restez... Oui, Philippe. Ce que disait Françoise tout à l'heure à propos de Mathilde Panot était très juste. J'ai tout de même aimé que Michel Barnier parvienne à faire sourire les députés LFI hier. Et pas simplement même les Verts, même la députée, même Michel Châtelain. C'était très drôle. Absolument. Vous savez que vous étiez trop jeune quand il lui a dit je m'occupe de l'environnement. Vous étiez même pas né, évidemment. Elle a éclaté de rire. Il y avait quelque chose. Même panneau, c'est pas pareil. Il n'y avait pas la violence, l'esprit syndical. C'est un mais festival qu'est-ce qui m'arrive de faire des blagues pourries? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est l'influence de Philippe. Mais attendez, le chapeau est trop grand pour moi. Oui. Beaucoup trop grand. Alors là, franchement... Et la veste aussi. Allez, 0826 300 300. Oui, la preuve que je suis pas gros. Bon.
Dans un instant, vous êtes parfait, Philippe David. Merci. Ne changez rien, on vous aime comme ça. On refait une petite pause, on revient dans un instant avec le tour de table de nos autres. Comment je pourrais dire, chroniqueurs. Les vraies voix, enfin les autres vraies voix, enfin amis, nos autres. Amis. Pour la vie. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est tous les jours en deuxième partie de cette émission. Philippe Bilger est aujourd'hui avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous justement, Françoise Degois, Bruno Retailleau, rétropédale sur l'état de droit. Finalement, il trouve que c'est plutôt bien. Oui, écoutez, je suis fatigué de ces allers-retours. Je suis fatigué de ce jeu bad cop, good cop, on a bien compris. Donc Bruno Retailleau qui se laisse emporter par la foule dans son interview avec Darius Rochebain en rappelant que l'état de droit n'est pas intangible, ce qui effectivement pour moi est extraordinairement choquant, ne l'est pas pour Philippe Bilger, mais je pense que la France et les gens sont coupés en deux sur cette question. Et finalement, il a rétropédalé parce que hier, j'ai apprécié, il y a une chose que j'ai appréciée dans le discours de Michel Barnier, hormis le fait qu'il est assez drôle dans sa réponse aux députés, les petites claques qu'il a mises notamment à Gabriel Attal m'ont beaucoup fait sourire, mais je veux dire par là que j'ai apprécié que Michel Barnier redise à quel point pour lui l'état de droit est justement intangible. C'est exactement ce qu'il a dit dans son discours de politique générale. Et donc du coup, on voit Bruno Retailleau qui fait demi-tour, qui dit oui, effectivement. Donc c'est comment vous dire, je me moque dans un sens ou dans l'autre, ça ne m'intéresse pas. Bruno Retailleau n'a jamais été une personnalité politique qui m'intéresse parce que je pense qu'il est intelligent, il est cultivé, c'est assez rare dans le milieu, et je pense qu'il est trop. C'est trop, tout ce qu'il fait est trop, il arrive même à doubler Marine Le Pen sur son extrême droite. Donc c'est pas le problème de Bruno Retailleau, c'est le problème de comment dirais-je, de la fonction. Voilà. Il doit être un peu plus sérieux que ça. Moi, j'aime beaucoup Bruno Retailleau et en réalité, il a fait semblant de rétropédaler. Il n'a pas rétropédalé du tout, de la même manière que Michel Barnier a fait semblant de le désavouer. Tout le monde fait semblant, mais ça reste des déclarations publiques, c'est ce que je veux vous dire quand même. Moi, je suis pas copain avec Bruno Retailleau, mais là où vous avez raison, c'est qu'il est trop. Il est trop, mais il est trop en phase avec ce que veulent les Français aujourd'hui. Voilà, comme ça, absolument rien du tout. C'est vrai. Le tour de table de Sébastien Ménard, c'est sur les baleines. Oui, moi en fait, je me suis intéressé au voyage intersidéral de Francis Lalanne, qui est l'une des rares voix artistiques et culturelles à être parti défendre Paul Watson. Donc Paul Watson, c'est le patron de l'ONG Sea Shepherd, qui depuis 2 mois est embastillé pour avoir tenté de bloquer un espèce de super tanker chasse-baleine qui pouvait attraper plus de 200 tonnes de baleines. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bouffe-t-on encore de la baleine? Voilà, la baleine, c'est ce petit bruit que vous entendez, chères auditrices, chers auditeurs. C'est juste incroyable. Et mon tour de table, c'est un vrai coup de gueule. On se demande comment, en 2024, alors que les écosystèmes sont attaqués, que nos océans sont pollués, on a des pays tout à fait respectables, des pays amis, et notamment c'est le Japon, qui continue à quelque part faire la promotion, entendez bien, la promotion pour des motifs mais totalement fallacieux. Au début c'est pour préserver les écosystèmes. 2, on n'a pas envie de revivre la famine de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y a un besoin de protéines chez les jeunes générations. Enfin bref, on marche sur la tête. Donc moi j'encourage l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs, non pas évidemment à boycotter le Japon, les Japonais, etc., mais surtout à pétitionner et à soutenir Paul Watson, parce que je dirais, on est dans un combat qui n'est pas un combat d'écolo, mais qui est un combat civilisationnel. Voilà. Philippe Bilger. Oui, enfin le Japon c'est une tradition, un pays que je connais bien et qui est mon pays ami, mais sur cette question-là je suis très opposé à eux. La baleine fait partie culturellement et de la nourriture des Japonais. Depuis le XIIe siècle. Merci beaucoup de m'apprendre ce qu'est le Japon, Sébastien Ménard. Donc oui, vous avez raison, pétitionnons, sauvez Paul Watson, parce que si jamais il est extradé vers le Japon, je ne donne pas cher de sa peau en prison. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Tout de suite, l'Info Plus est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et beaucoup de livreurs indépendants touchent moins que le SMIC horaire, révèle un rapport. Oui, pour rappel, le SMIC horaire, c'est 11,65 € de l'heure. Or, selon ce rapport de l'institution dédiée au sujet, l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, eh bien, on est à peine plus de 10 € chez Uber Eats, leader du marché, 60 000 livreurs de repas. On est à un peu plus de 11,30 € chez Stuart, qui livre des colis. C'est un peu mieux du côté des livreurs de Deliveroo, 16,80 € brut de l'heure. Alors, le revenu moyen de ces livreurs indépendants a même
même baissé depuis 2021 selon ce rapport, et ce malgré un accord l'an dernier, un accord censé garantir un revenu minimal, mais cet accord ne prend pas en compte le temps passé à attendre les commandes, moins que le SMIC horaire donc, et encore une fois la rémunération touchée, le livreur qui est auto-entrepreneur doit payer ses cotisations sociales, éventuellement son véhicule, l'assurance. Alors de leur côté, les plateformes nuancent ce constat. Elles expliquent que souvent, les livreurs travaillent pour plusieurs applications à la fois, ce qui forcément nuance cette question du temps d'attente quand plusieurs commandes de différentes applis se chevauchent. Pas de quoi convaincre les organisations représentatives de ces livreurs. Elles dénoncent une machine à fabriquer des travailleurs pauvres et de décrire aussi des plateformes intransigeantes dans les négociations sur les tarifs. La CGT en tout cas réclame plus de transparence sur l'algorithme qui débouche sur la rémunération. D'autres estiment qu'il y a en plus de ça désormais trop d'auto-entrepreneurs sur ce marché, ce qui tirerait les prix à la baisse. La Fédération nationale des auto-entrepreneurs va jusqu'à réclamer une licence pour exercer. Figurez-vous, ce qui laisse un peu songeur quand on pense au début de l'arrivée des VTC sur le marché des taxis, puisque cette question de la licence, c'est un peu quand même ce qui les différencie, ces VTC des taxis. Ouais, Philippe, oui, Sébastien ? Non, mais en fait, ce que dit Félix est complètement vrai. C'est une forme, même si au départ, ça a amené, je dirais, un service nouveau, ça a permis de quelque part de décongestionner notamment les transports. Je rappelle que pour celles et ceux qui vivaient en banlieue, quand vous cherchiez un taxi pour aller à l'aéroport à 5h30 le matin, il n'y avait personne, puisque certaines communes, même de 25 ou 30 000 habitants, vous avez 2 taxis. Et à 5h30, le mec, il venait pas. Donc évidemment, il y a eu quelque part une avancée servicielle, une vraie révolution des services, mais cette révolution des services, elle s'est faite sur le dos d'un esclavagisme moderne. Parce que clairement, aujourd'hui, quand vous voyez des chauffeurs Uber, Bolt ou d'autres, pour les citer, qui touchent après avoir fait une course, il leur reste 5 ou 6 euros, honnêtement, avec ça, on vit pas. Non, attention les marques, parce qu'il y a des marques qui font très attention justement à ne pas descendre en dessous du seuil. Donc tout le monde n'est pas dans le même panier. Non, mais ce qui reste aux chauffeurs, je suis désolé Cécile, je sais de quoi je parle. Vous avez, quand aujourd'hui vous payez des courses 10 ou 12 euros, il y a 25%, quelle que soit la plateforme. Il y a des marques de Uber qui ont des minimums garantis. Excusez-moi, oui. Donc, mais il ne reste pas grand-chose aux chauffeurs. Ça n'est pas vrai, d'abord, parce que moi je prends beaucoup les chauffeurs Uber parce que je voyage beaucoup, je vais à l'aéroport, etc. Et comme vous, et honnêtement, ils ne sont pas du tout dans cette plainte-là. Ils disent qu'il faut travailler beaucoup, mais qu'ils arrivent vraiment à obtenir un revenu de 2500 ou 3000 euros net par mois. On ne doit pas parler aux mêmes chauffeurs. Mais ils travaillent énormément, c'est-à-dire ils travaillent 6 jours sur 7. Il y a beaucoup de chauffeurs qui décident, par exemple, quand je pars tôt à l'aéroport à 5h du matin ou quand je viens en matinale ici, ce sont des gens qui travaillent de minuit à 6h pour avoir une économie et avoir plus de courses et dépenser moins d'essence. Donc attention, j'aurais plus de compassion et de souffrance pour les livreurs, les petits livreurs de Deliveroo. Donc je me demande bien combien ils peuvent gagner quand ils nous... Moi, je laisse toujours des pourboires. Faites comme moi, laissez des pourboires. Là, je suis d'accord avec vous. Il faut laisser 5 allez-y parce que tu sens que ça fait leur salaire quand même, ça. Moi, Voilà. je monte toujours dans un taxi avec Philippe David, comme ça, c'est lui qui donne les pourboires. Oui, c'est lui qui paye. Et moi, j'avoue que je ne fais jamais appel au livreur. Je lève mes fesses et je vais acheter mes marchandises. Voilà. Non, moi, parfois je ne peux pas faire autrement, mais ceci dit, tu leur donnes une pièce ou un billet, ils sont super contents. En fait. C'est super agréable. C'est leur travail, donc ils sont contents d'en avoir. C'est quand même le consommateur qui a le dernier mot à chaque fois. Françoise avait raison. Ouais, c'est vrai. L'esclavage moderne, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà. D'accord, ok. Vous achetez rien sur Amazon, par exemple. Rien. Ah ouais, c'est vrai. Ah, vous êtes un type social à ce point. C'est hyper. Vous êtes social ou vous êtes juste avare? Non. Philippe David, c'est le petit commerce de proximité. Ben, il a raison. Il a raison. Je mets en pratique ce que je dis. Ah, c'est bien, super. On viendra vérifier. Je vous préviens que je vous trouve pas sur Amazon. Hein. Ah, mais vous me trouverez pas. J'ai pris des trucs il y a très longtemps. Attendez. Ah, mais oui. je vous le dirai, parce que c'était le seul moyen d'en trouver. C'était même pas en France, c'était pour professionnellement. Non. C'est professionnellement un type de ballast, vous voyez, qui était très dur à trouver. D'accord, des ballasts. Pourquoi vous avez besoin de ballast? Parce qu'à l'époque, je travaillais en éclairage et on avait besoin de ballast. Ce type a une vie incroyable. C'est vraiment une vie lumineuse, luminaire. C'est une lumière. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, retour sur l'annonce de Michel Barnier, faire appel aux médecins et enseignants retraités pour renforcer les rangs dans les hôpitaux et les écoles. Est-ce la situation et en tout cas la solution pour répondre aux crises dans la santé de l'éducation? Absolument. Est-ce que vu la situation, on n'est pas obligé de passer par là? Est-ce qu'en termes de santé, ça ne risque pas de poser des problèmes de sécurité des malades? Pour certaines spécialités, je pense à la chirurgie
Et à cette question, éducation, santé, faire revenir les retraités, est-ce une bonne idée? Vous dites non à 61%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, Gérald Kirchner qui est avec nous, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo et auteur de ce livre Leçons d'anatomie chez Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que c'est une solution cache-misère? Très rapidement. Un cautère sur une jambe de bois, vous voyez, c'est une métaphore médicale, c'est exactement ça. J'adore cette Allez, on en expression. parle dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Voilà, là, cette émission. Il y a des émissions Je sais pas comme ça. qu'est-ce qui se passe ce soir, mais qu'est-ce qui vous arrive, Cécile? Je sais pas. Mais elle est déchaînée, elle veut devenir chroniqueuse. Ouais, mais j'adorerais. Non, mais je vous aime en fait. Est-ce que le 1er avril, on pourrait faire un échange? C'est-à-dire que nous, on fait les animateurs, vous faites les chroniqueurs. Alors, je vais vous dire, j'adorerais ce déjà truc. je suis pas une animatrice terrible. En chroniqueuse, je suis nulle. Je pense que vous serez génial. C'est faux, je pense que tu serais génial. Vous pourriez vous lâcher, Cécile. Me cherchez pas quand même, Philippe, parce que déjà je me retiens là depuis des années, donc à un moment donné, allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec l'école, la santé est au cœur des préoccupations des Français. La lutte contre les déserts médicaux et contre la pénurie de soignants sera l'une des priorités du gouvernement. Le temps est révolu où l'on avait la crainte de former trop de médecins. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail quotidien des agents de la santé publique. Voilà. Je serai aussi attentif avec mon équipe et l'équipe du gouvernement à cette situation. On ne va pas faire des miracles. Pourquoi là aussi, là encore, ne pas s'appuyer davantage sur des médecins retraités en leur permettant de reprendre du service avec un cumul favorable entre rémunération et retraite? Vous venez de l'entendre, donc c'est l'une des idées annoncées par Michel Barnier hier pour répondre aux urgences de l'hôpital, faire revenir les médecins retraités en appoint. Le Premier ministre entend donc leur proposer un cumul emploi-retraite favorable. Il veut également, sur le même principe, proposer à des enseignants retraités de reprendre du service, notamment pour épauler les plus jeunes collègues. Alors parlons vrai, est-ce que c'est une alternative durable dans le temps? Et peut-on recruter massivement dans ces secteurs d'activité? Et à cette question, éducation, santé, faire revenir les retraités, est-ce une bonne idée? Vous dites non à 62%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et un spécialiste, vous le connaissez, Gérald Kirchner qui est avec nous, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo exactement, et auteur de Leçons. J'ai dit quoi? Docteur. Prouvez-le. Doctissimo. Prouvez-le. Vous avez le son? Non? Vous n'avez pas? Doctissimo, vous avez dit, c'est Doctissimo. Doctissimo, vous avez raison. Auteur de Leçons d'anatomie chez Albin Michel. Philippe Bilger. Alors j'ai entendu ce qu'a dit Gérald, et donc, mais je continue à préférer, enfin très modestement, mon point de vue. À partir du moment où il s'agit de solutions modestes, pragmatiques, qui seront laissées à la discrétion du volontariat, après, je l'espère, des évaluations et des contrôles, je trouve que cette idée n'est pas absurde. Elle ne prétend pas révolutionner les univers qui manquent de professionnels compétents, mais je trouve qu'elle n'est pas absurde dans une situation de crise. Françoise de Gaulle. Alors, sur le papier, elle paraît très bien, elle paraît pleine de bon sens. Mon problème, c'est que c'est le genre de situation d'urgence qui s'installe dans le temps. Ça veut dire que vous ne formez plus assez de médecins, et ça veut dire que vous considérez que vous embauchez plus de professeurs et vous continuez dans cette médiocrité des revenus, etc. C'est ça qui me gêne le plus. C'est l'urgence qui dure, en réalité. Et j'attends surtout, Gérald, ce qu'il va nous dire sur cette question, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je ne comprends pas le point sur la médiocrité des revenus. Enfin, j'ai un peu de mal, Françoise. Écoutez, je pense qu'il faut embaucher des profs et qu'il faut les augmenter. Je pense qu'il faut former plus de médecins et qu'ils doivent mieux gagner leur vie. Donc, si vous ne comprenez pas le point de vue sur la médiocrité... maintenant, mais il fallait juste l'expliquer. Je l'ai tout à fait expliqué, mon cher ami. Je vous jure que j'ai toujours peur des urgences qui durent. Il peut poser des questions sans se faire engueuler. Non, mais je sais très bien comment il les pose, comme un venin. Je commence à le connaître. Moi, je suis un peu comme Philippe. Je pense que ça reste une bonne idée.
d'autant qu'on voit un certain nombre enfin moi j'ai des médecins conseils qui sont au conseil d'administration de mes différentes entreprises. La plupart du temps, c'est des gens qui ont exercé et c'est des gens qui vont monter des services à l'étranger, etc. Enfin, je dirais, leur savoir, leur expérience, leur expertise, elle a une valeur. Et en plus, il y a... Enfin, là, c'est en France qu'on en... Non, mais d'accord. Et derrière ça, il y a aussi une envie. Certains ont l'envie, plus que le besoin, que de partager et que de continuer à exercer. Donc si ça peut venir, tant dans l'éducation nationale que au sein des services de santé, désengorger les problématiques qu'on connaît tous, dont on a souvent parlé ici, je trouve que c'est pas, en tout cas sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. Alors je me tourne. Allez-y. Et on le laisse. Gérald Kierzek, est-ce qu'il y a déjà des médecins retraités qui exercent ou pas ? Non, mais enfin, quel pays? On avait le meilleur système de santé au monde il y a 30 ou 40 ans. Notre système s'est cassé la gueule. Ça fait 20 ans qu'on a le diagnostic d'un système qui devient médiocre, et je reprends vraiment ce mot-là, avec des inégalités terribles, avec une seule volonté, c'est-à-dire que les professionnels, médecins ou infirmières, ils pensent qu'à un truc, c'est partir le plus vite possible parce que la pression est trop dure. On voit que le burn-out est important. Il y a des taux de suicide importants. Sébastien qui parlait de médecins dans les conseils d'administration. Nous, on a besoin de médecins qui soignent des malades. Vous voyez, moi, je sors de garde aux urgences à l'Hôtel Dieu. Non, mais les médecins, ils partent de plus en plus tôt dans des conseils d'administration ou dans monter des start-up parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'éloigner des malades parce que c'est trop difficile de s'occuper. Les conditions de travail sont devenues trop difficiles pour s'occuper des malades. Donc on a beaucoup de médecins maintenant qui essayent de partir vers d'autres spécialités, d'urgentistes à devenir médecin du travail, médecin conseil à la sécurité sociale ou monter des start-up. Quant à l'argument de dire c'est une solution en situation de crise, enfin, l'urgence, ça fait 20 ans qu'on la connaît. On a même des projections démographiques qui nous montraient les choses très clairement. En plus, quand on est chirurgien, on a besoin d'une précision de geste, on a besoin d'être recyclé. Avoir un médecin retraité de 70 ans en termes de capacité physique, c'est des métiers extrêmement difficiles. Moi, ça pose question. Mais on voit bien qu'on est sur des situations, là, quand je parlais de cautère sur une jambe de bois, il faut changer la jambe, il faut remettre une prothèse, il faut revoir le système de fond en comble. Ça fait 20 ans qu'on le dit, il faut remettre... Mais bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Et qu'est-ce qu'on va nous proposer? Je reprenais. Alors, on va recruter des retraités. Encore faut-il qu'ils veuillent revenir, puisque les gens pensaient qu'un truc, c'était partir plus vite. Donc, allez en trouver qui veulent revenir. Non, mais vraiment. D'accord, mais c'est pareil pour les profs. C'est la même chose. C'est un boulot épuisant. Non, mais docteur, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Même recette des assistants médicaux. Ils sont formés comment? On les prend où? Des infirmiers, des aides-soignants, c'est quoi? Des bus médicaux. Mais vous vous rendez compte, on n'est pas dans un pays sous-développé quand même. On va nous proposer des bus sous-développés, comme on fait dans les pays sous-développés, alors qu'on avait un maillage territorial. Moi, je vais vous dire, pour répondre à votre question, ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire des Grenelles, des Ségures, des Hippocrates, là, c'est le mot qui a été sorti. Il faut remettre des soignants aux manettes, parce que les gens qui prennent ces décisions là, de mettre des médecins retraités ou de faire des Grenelles ou des Hippocrates, c'est des technocrates, des énarques ou des directeurs d'hôpitaux. On crève de directeurs d'hôpitaux pléthoriques dans les administrations et à l'hôpital et dans les agences régionales de santé. Ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression célèbre. Ça ne sert à rien, ça ne soigne pas les malades. On a besoin d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins. Et ces gens-là, il faut les aider à mieux travailler. Il faut revaloriser les salaires, ça c'est clair à l'hôpital. C'est scandaleux le salaire des infirmières, des aides-soignants et même des médecins hospitaliers. Vous savez qu'à Paris, ils ne peuvent pas se loger, mes jeunes médecins. Ils ne peuvent pas se loger. C'est fou. Dans Paris intramuros, alors qu'ils sont bac plus 10 ou bac plus 12. Il faut les remettre aux manettes des organes de décision. Ça veut dire que la gouvernance, et je regardais le cabinet de Michel Barnier, vous prenez les mêmes et vous recommencez. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des carrières de directeurs d'hôpitaux, d'énarques dans la santé publique depuis 20 ans. Einstein disait, on ne va pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. C'est ceux qui les ont créés qui sont encore aux manettes. Et après, on va nous dire, on va prendre des retraités, on va prendre des assistants, etc. Mais arrêtons. Les médecins généralistes, arrêtons de les emmerder, de les contrôler avec des médecins sécu qui pensaient là aussi qu'un truc, c'est sortir du chevet du malade pour faire autre chose et avoir une peinard, j'allais dire, et qui embêtent les pauvres collègues généralistes qui, au bout d'un moment, disent on va dévisser notre plaque et nous aussi, on va faire médecin à la Sécu pour contrôler les autres. Moi, j'ai une solution que je prône depuis des années. C'est une direction bicéphale à la tête des hôpitaux ou des agences régionales de santé. Vous mettez un administratif et vous mettez un médecin en binôme. Ça marche très bien. Les hôpitaux militaires fonctionnent comme ça. Avec un médecin qui est chirurgien ou urgentiste ou réa, qui a fait le tour, qui a 40 balais, on va le former 1 an à l'école de santé publique et ce mec-là ou cette nana devient médecin directeur. Et là, on a quelqu'un qui a des compétences, qui a une vision, qui a l'expertise. Pareil au niveau du directeur de cabinet de Michel Barnier, etc. Gérald, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? Parce que les directeurs d'hôpitaux se sont auto-reproduits. C'est une profession qui n'existait pas, qui s'est créée dans les années 50-60 et qui progressivement a pris le pouvoir. Et celle qui a donné le pouvoir, c'est Roselyne Bachelot. C'est la loi Bachelot, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009. Rappelez-vous le discours de Sarkozy à Bordeaux qui disait il n'y aura qu'un seul patron, messieurs, dames, ça sera le directeur de l'hôpital. Donc
Donc on n'arbitre plus sur qu'est-ce qui est bon pour soigner, mais qu'est-ce qui coûte moins cher. Comment on va rationaliser, comment on va diminuer, et je vois encore dans le discours du Premier ministre, des regroupements, on va regrouper encore, fermer des petits hôpitaux, fermer des maternités. Vous avez des femmes qui accouchent sur des parkings, dans des ambulances, mais c'est dramatique, on est en train de se paupériser, de se tiers-mondiser. Vous le voyez même pas comme une petite chance, Gérald, dans non mais une c'est pas l'avenir. Moi je veux une vision, je veux de l'avenir, je veux de la prospective. C'est une solution qui est court terme. Moi je dis Gérald Cazeneuve, ministre. Allez. Non mais des gens de terrain qui soient ministres ou qui soient directeurs de cabinet, oui, ou à la tête des agences régionales de santé. On crève d'une bureaucratisation Mais oui, mais il l'a dit, en disant avec la paperasse des médecins généralistes, mais c'est pas uniquement ça, c'est les bureaucrates qui sont des parasites du système. Donc c'est les forteresses des directeurs d'hôpitaux qu'il faut assiéger maintenant. Mais bien sûr. Alors le problème c'est qu'est-ce que vous en faites de ces gens, puisque vous avez des promotions qui ont été formées, qu'est-ce qu'on en fait? Vous les gardez, ils peuvent servir quand même. Je vais faire des copains encore. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va monter une émission sur la santé. J'adore, une très bonne idée. Gérald Kirziak, merci d'avoir été avec nous, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo, et auteur de ce livre qu'il faut lire, Leçon d'anatomie, chez Albin Michel. Et il en connaît des choses, Philippe David, sur l'anatomie. Ça, on le sait que pour lui, chez lui. Très belle planche anatomique, vous verrez. Très bien. Vous allez vous perfectionner. Dans un instant, les amis, on va vous parler d'un autre secteur qui souffre, c'est le secteur du bâtiment. On en parle dans quelques instants, ce sera les vraies voies responsables. Merci Philippe, merci Françoise, merci Sébastien. Merci les amis, c'est un plaisir. Continuez à faire des jeux de mots, vraiment ça vous va bien autant. Vous progressez. Allez, à tout de suite. Coupez-moi ce micro, merci.